7 ans de réforme, des dizaines d'annonces, un mot d'ordre qui a souvent été répété, ce qu'on a appelé le fameux choc de l'offre. On nous a promis de la simplification, de la transition énergétique, une réglementation mieux maîtrisée. Il y a 8 ministres qui se sont succédés depuis 2017 et en même temps on a le sentiment quand même que la crise que traverse l'immobilier et le logement, elle est grave, c'est peut-être une des plus graves qu'on ait connues depuis 20 ans. Alors qu'est-ce qui a réellement changé depuis 2017 ? C'est le moment de faire un bilan lucide parce qu'il y a un gouvernement qui est tombé, on est dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau ministre, d'une nouvelle ministre du logement. Donc, on va regarder un petit peu tout ça rapidement, loin des slogans et des postures, parce que c'est pas du tout mon truc. Donc, politique du logement, le bilan des 7 ans de politique d'Emmanuel Macron, Passion Immo, épisode 121, c'est parti. Alors, on va déjà essayer de répondre à une question toute simple. Est-ce qu'il y a une vraie crise du logement et de l'immobilier en France ou pas ? Bon, la réponse c'est oui. J'ai glané quelques chiffres parce que je veux pas faire, je pourrais tenir 1 heure sur cette question, mais il y a des chiffres qui sont assez éloquents. Entre 96 et 2022, étude INSEE, le prix des logements, il a été multiplié par 3,3. Une multiplication des prix du logement par 3,3. C'est énorme. En 20 ans, hors inflation, ces 20 dernières années, le prix des logements, c'est plus 88%. Donc, que l'on prenne un temps long ou un temps plus court, on a une augmentation qui est absolument considérable. Pénurie de logements. On le voit bien, là, il n'y a même pas besoin de regarder au niveau des statistiques, c'est une réalité. Et puis, construction neuve, on construit pas assez, on en est très très loin. Là, par exemple, si je prends la période actuelle, de août 2024 à juillet 2025, moins 22% de construction de construction en moins par rapport à la période 2019-2020 pour donner simplement une comparaison. Le logement social, on est quasiment à 2,5 millions de ménages qui sont en attente. Il y a une file d'attente qui n'a jamais été aussi importante. Et on voit mal, en plus, comment elle peut se résorber. Le mal logement, la Fondation Abbé Pierre, elle continue de dégrainer des statistiques, là encore, qui sont un petit peu embêtantes. Plus de 4 millions de personnes peuvent être considérées en France comme étant mal logés. L'effort financier des ménages pour acheter, oui, il est réel. Les taux ont augmenté, les prix, même s'ils ont diminué, là ils sont en train de repartir à la hausse. Donc, difficulté évidente des ménages à acheter. On a eu un effondrement des transactions, même si c'est reparti un petit peu, ça reste extrêmement timide. Et cette difficulté d'accès à la propriété, elle se résume à un chiffre, c'est que depuis quelques années, le taux de propriétaires en France, il stagne, voire il diminue un petit peu, ce qui est assez nouveau si on fait une comparaison avec les 40-50 dernières années. Donc voilà, la réponse publique, est-ce qu'elle est suffisante ? Certains pensent qu'elle n'est pas suffisante. Là, à la limite, je vais même pas rentrer dans ce débat parce que on pourrait contredire cette réponse publique insuffisante par les difficultés budgétaires. Donc je trouve que là-dessus, les choses sont pas aussi simples que les slogans parfois veulent bien le résumer. Bon. Bref, il y a une situation de crise qui est réelle. Maintenant, moi, ma question, est-ce que c'est purement français, une situation purement française, ou est-ce qu'on a une situation européenne qui est quand même difficile ? C'est la deuxième solution. C'est-à-dire que, certes, il y a des particularités françaises, mais où que l'on se tourne partout en Europe, sauf peut-être en Espagne pour des raisons, là encore, qui seraient trop longs à détailler ici, mais quand on se tourne vers l'ensemble de nos partenaires européens, on voit bien qu'il y a une crise qui est présente et qui est d'ampleur.
parfois même plus grave. En Allemagne, la difficulté à construire des logements neufs, elle est beaucoup plus considérable que chez nous, ce qui peut sembler un petit peu étonnant. Aux Pays-Bas, il y a un déficit considérable de logements. Au Royaume-Uni, je prends par exemple une capitale comme Londres, la situation du logement à Londres est sans aucun doute plus difficile qu'elle ne l'est à Paris. Alors, ça ne nous sauve pas de faire cette comparaison, mais simplement que cette difficulté par rapport au logement, cette crise de l'immobilier, c'est pas une particularité française. Certes, il y a des originalités françaises, j'en ai décrite un certain nombre, mais elle est malheureusement largement partagée, ce qui montre l'ampleur de la difficulté et qu'il y a des raisons qui sont aussi des raisons de circonstances liées aussi à une sortie de crise Covid qui s'est mal amorcée quand même pour une grande partie de l'Europe et même une partie du monde, il faut le dire, et le logement, il est venu en première ligne ici. Pourquoi je commence par ça ? Parce que autant je peux être extrêmement critique sur des points de la politique d'Emmanuel Macron depuis son élection, depuis 2017 et sa réélection, mais il y a un argument, moi, que je n'aime pas entendre, que j'ai entendu parfois en disant « oui, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'immobilier et il fait tout pour détruire l'immobilier ». Alors évidemment, c'est un petit peu de la polémique de réseaux sociaux, mais je l'ai suffisamment entendu pour me dire qu'elle était partagée. Je ne la partage absolument pas. Je trouve même l'argument ridicule. Mais tout simplement, le fait de ramener ça à une comparaison européenne montre bien, voilà, qu'il n'y a pas une spécificité française à la crise de l'immobilier. C'est juste ça que je voulais démontrer rapidement. Ça sauve pas tout, parce que comme on va le voir, je vais être assez critique sur un certain nombre de points. Alors, maintenant, on va regarder, mais sans aller dans le détail, parce que ça prendrait des heures, on va regarder quels sont les points saillants de cette politique du logement, de l'immobilier depuis 2017. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées ou pas ? Est-ce qu'il y a une sorte d'attentisme ? Parce que c'est vrai que là encore, on a un tel tourbillon de l'actualité, voilà, une information en chasse une autre, on est en plus dans une activité internationale difficile, anxiogène, il faut le reconnaître, et donc il y a tendance à venir, c'est tout à fait logique, en priorité par rapport à d'autres considérations. Donc on va regarder tout ça. 8 ministres du logement depuis 2017. On n'avait jamais vu une valse de ministres du logement aussi importante. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que c'est... Alors, il y a des raisons politiques, etc. Oh, je reviens pas là-dessus, on le sait tous. Est-ce que c'est un point positif ou négatif ? C'est un point extrêmement négatif. Parce que c'est bien simple, il est évident que si vous avez une telle succession de ministres, de responsables sur un sujet en particulier, là ici le logement et l'immobilier, cette valse fait qu'il y a une difficulté de cohérence d'ensemble. Bon, pour certains ministres, c'est pas nécessairement un drame. Pour celui-là, c'en est un. Et pourquoi c'est un drame ? Parce que la politique du logement, la politique d'aménagement des territoires, tout ça est lié, la politique de l'immobilier, c'est pas quelque chose qui se fait par des coups rapides de quelques mois. On est sur du temps long, c'est-à-dire que quand on prend une décision, par exemple, sur le plan fiscal, aujourd'hui, admettons en 2025, c'est pas en 2026 qu'elle va produire des effets, sans doute pas en 2027, et parfois on est sur des durées de 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de mesurer l'impact d'une mesure, surtout quand c'est des mesures d'importance. Donc, il y a besoin de réflexion, de temps long. C'est pas cette valse de ministres qui va aider dans ce domaine, c'est une évidence. Donc ça, c'est un énorme point faible quand même de ce qui s'est passé depuis 2017. Bon. Alors maintenant, je vais prendre, les uns après les autres, mais pour certains très rapidement, les ministres qui sont succédés. Il y en a on a oublié leur nom, tout simplement. Qui se souvient que le premier qui était concerné par la politique du logement
de juin 2017 à octobre 2018, c'était Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Bon. Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre à l'époque? Une loi qui est une loi importante en matière d'immobilier, c'est la loi Elan. C'est une loi qui a été promulguée en novembre 2018. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la loi Elan qui fait partie de ces très grandes lois de l'immobilier qui, en général, quand elle est promulguée, bon, on est tranquille pendant un temps, les réformes sont un petit peu plus calmes après de tels changements. Alors, la loi Elan, l'idée, c'est on veut accélérer la construction en simplifiant les normes et les procédures d'urbanisme. On veut réformer le logement social. Alors, il y a une fusion des organismes d'HLM. On veut favoriser la vente de logements sociaux. On veut mieux encadrer le marché locatif en étendant l'encadrement des loyers dans certaines villes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouvera assez largement ces dernières années. On veut lutter contre l'habitat indigne et on veut adopter le logement aux nouveaux usages. On veut assouplir les règles d'urbanisme pour les projets numériques, la colocation, etc. Donc c'est une loi qui est plutôt intéressante. Elle marque en fait l'observation selon laquelle nous sommes peut-être allés trop loin en matière de normes et donc de complexité de la construction, pour prendre cet exemple, et qu'il faut un petit peu lever le pied pour donner un peu plus de liberté, un peu plus de souplesse. Alors là, on a du recul, parce que 2018, on est 7 ans après, est-ce que la loi elle a rempli ses objectifs? Bah oui et non. C'est-à-dire que si on est sur l'idée d'accélérer la construction du logement, bah c'est un échec total. Ça là-dessus, on va pas. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelques minutes, j'atténuais la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la crise française en rappelant que c'est quand même une crise européenne. Là, on a clairement une loi dont on avait des objectifs et des ambitions assez fortes, mais qui n'a absolument pas rempli ces objectifs. Donc, dommage, mais en tout cas, voilà, c'est le constat qu'on peut en dresser. Bon. Ensuite, on a un ministre qui est arrivé, Julien Denormandie. Alors, il est resté quasiment 2 ans, d'octobre 2018 à juillet 2020. Alors, Julien Denormandie, c'est sans doute un de ceux qui a imprimé une certaine marque à la politique du logement. Je vais prendre 2 exemples. Je vais en prendre 3 même. Bon, déjà, il a quand même consolidé, il a fait une mise en œuvre opérationnelle par des décrets, etc., de la loi Elan. Bon, on va dire c'est purement réglementaire, voilà. Mais il a mis en place un dispositif intéressant qui a porté son nom, le dispositif Denormandie, des réductions d'impôts dans l'ancien quand on réalise des travaux, qui est en fait un pendant du Pinel, mais pour l'ancien. Et donc, l'idée, moi, je la trouvais extrêmement intéressante. Elle l'est toujours, puisque le dispositif de Normandie, il est toujours en place. Il a été prolongé cette année jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, intéressant. Autre chose, c'est la création de MaPrimeRénov'. Voilà. MaPrimeRénov', elle a été mise en place en janvier 2020. Ça fait déjà 5 ans. Donc, je rappelle l'idée. Avant, on avait un dispositif fiscal qui fait que quand on faisait des travaux dans son habitation principale, on bénéficiait d'un crédit d'impôt, bon, qui était devenu de plus en plus famélique avec le temps. On a changé tout ça. On sort le crédit d'impôt, on le remplace par des subventions directes. Là, ça, c'est plutôt intéressant, ça donne quand même beaucoup plus de souplesse, puis ça permet de faire rentrer dans le dispositif des gens qui n'étaient pas concernés sur un plan fiscal. Bon, donc MaPrimeRénov', elle est mise en place avec des aides qui sont intéressantes, mais elle souffre dès le départ d'un péché de complexité. Le dispositif, il est extrêmement complexe. Bon, ça c'est le premier problème. Deuxièmement, autre problème, on l'a vu dernièrement,
c'est le manque de moyens, tout simplement. Et là, c'est un élément qu'on peut critiquer, c'est-à-dire on met en place quelque chose qui est extrêmement intéressant, qu'il faut pas jeter comme ça, comme parfois j'ai pu l'entendre un peu rapidement, mais c'est que les moyens sont pas à la hauteur, tout simplement. Et là, on se retrouve avec un des dilemmes de on va dire, de ces 10 dernières années. D'un côté, on affirme des objectifs extrêmement intéressants en matière de rénovation énergétique des biens immobiliers, que ce soit l'habitation principale, que ce soit les logements loués. Et la petite parenthèse qui est intéressante dans la prime rénov', c'est que l'on peut demander des subventions pour un logement que j'achète pour le louer, alors qu'auparavant le dispositif fiscal, lui, il ne permettait pas de cibler le crédit d'impôt sur des investissements immobiliers que j'avais réalisés. Donc on a eu plutôt une extension. Autre péché auquel était affectée cette prime rénov', c'est les modifications. Et là, c'est bon, ça suffit. C'est-à-dire que pour faire cet épisode, j'ai compté combien il y en avait eu. Il y en a eu 8 quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu une année depuis la mise en place de la prime rénov', même davantage, puisque elle est arrivée en 2020. Donc parfois, on en a eu 2 dans la même année, des modifications de la prime rénov'. Alors, on a déjà un dispositif qui est complexe et en plus de ça, on le change régulièrement. Moi, j'avoue, pourtant, Dieu sait si je suis quelqu'un qui s'intéresse à toutes ces questions, j'avoue avoir parfois des difficultés à appréhender cette prime rénov'. On l'a un petit peu vidée de sa substance de cette manière. Et puis, la grosse difficulté, ça a été son arrêt pendant l'été dernier. On a constaté qu'il y avait des fraudes assez massives la concernant. Puis un constat, on va pas tourner autour du pot, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour assurer ce niveau d'ambition qu'on avait affiché au départ. Ensuite est arrivé Emmanuel Wargon. Emmanuel Wargon, 2 ans, quasiment, donc encore une durée relativement longue. Ça veut dire que s'il y en a 8 de ministres du logement, ça veut dire que certains sont quand même passés extrêmement rapidement. Alors là, on a réformé les APL en temps réel, c'est-à-dire que on a arrêté d'avoir ce décalage quand on faisait ces déclarations pour obtenir des APL. On tient compte de manière beaucoup plus rapide des modifications de revenus ou de situation, alors qu'avant, il fallait patienter l'année d'après pour pouvoir en bénéficier. Ça, c'est plutôt une réforme intéressante. Ensuite, 2021, c'est là où on met en place ce système dit des passoires thermiques, voilà, avec un calendrier d'interdiction progressive à la location. Ça arrive, c'est assez récent en fin de compte, parce que 2021, c'est assez récent, mais on est au cœur de la discussion. Est-ce que là, on a été trop ambitieux? Est-ce qu'il aurait fallu envisager les choses de manière beaucoup plus lente? Parce que je pense qu'il faut être aujourd'hui assez... tant pis, je vais dire le mot, même si je m'attire des foudres, faut être un peu stupide pour prétendre que l'adaptation de notre habitat au réchauffement climatique, c'est quelque chose de secondaire. Évidemment, c'est prioritaire, mais ça, c'est pas tant le problème de savoir à quel rythme on le fait, avec quelles aides et avec quel budget. Et là, on voit bien que, de nouveau, on est coincé par rapport à une situation budgétaire qui nous empêche quand même d'avoir les coups des franches sur ce plan. Ensuite arrive Olivier Klein, 2022-2023. Alors là, on sort du Covid et il y a un certain nombre de choses à mettre en place. On a mis en place à ce moment-là, on l'a oublié. Moi, je m'en souvenais même pas quand j'ai fait cette revue de détails. Je me suis dit, ah mais oui, il y avait eu ça, ce qu'on avait appelé un bouclier loyer. On avait plafonné temporairement l'augmentation des loyers ce qui avait fait hurler certains propriétaires, il faut le reconnaître. On avait fait un plafonnement temporaire parce que on craignait qu'avec le retour de l'inflation, les propriétaires ils bénéficiaient de marges de manœuvre plus importantes pour augmenter les loyers, donc les reporter sur leurs locataires. On a étendu
l'encadrement des loyers dans de nouvelles villes, donc c'est-à-dire on prolonge le dispositif issu de la loi Elan. Et là, je fais une petite parenthèse. On voit clairement que là, il y a une ligne directrice tout au long de ces dernières années, c'est d'étendre progressivement la possibilité pour les villes de mettre en place l'encadrement des loyers. Alors, le dilemme, on le connaît. Il y a une réalité de flambée des loyers dans un certain nombre de métropoles en particulier. Donc, on adopte cette réponse, mais en même temps, en faisant ça, on réfrène quelque part les ambitions d'investissement immobilier de certains dans ces villes qui se disent oui, mais à quoi bon investir si je subis l'encadrement des loyers? J'avais consacré, alors il y a déjà quelque temps, un épisode sur cette question. On s'était concentré sur la ville de Montpellier qui allait mettre en place cet encadrement des loyers, et j'avais interviewé une avocate qui était montée en ligne pour combattre judiciairement cet encadrement des loyers dans la ville. Ça avait permis de discuter sur ces problématiques d'encadrement des loyers qui sont assez complexes. En 2023, on prend une décision, alors là, qui a fait couler beaucoup d'encre. On ne renouvelle pas le dispositif Pinel. Je rappelle que le Pinel, c'est ce dispositif qui permettait pour un propriétaire bailleur en achetant dans le neuf de bénéficier en retour d'une réduction d'impôt assez importante, qui était évidemment un pourcentage lié à l'investissement. Mais en échange, il devait s'engager à louer pendant un certain nombre d'années ce logement qu'il avait acheté dans la construction neuve. Indéniablement, ce dispositif, alors qui s'appelait autrement avant le Pinel, il a eu un effet absolument positif sur la construction neuve. Vous aviez certains promoteurs qui n'hésitaient pas à reconnaître que dans certains cas, il y avait des programmes où quasiment la moitié, alors évidemment, ils n'étaient pas tous dans cette configuration, mais dans leur cas, quasiment la moitié s'écoulait grâce à du Pinel. Bon, il prend fin. Le problème ici, et ça sera un petit peu un élément de ma conclusion quand je vais y arriver, c'est pas tant la disparition du Pinel. Alors j'en ai parlé assez longuement à travers des épisodes. C'est le fait que ce soit pas clair à un moment donné. On ne sait pas. Si je me reporte à 2023, est-ce qu'on va l'annuler? Est-ce qu'on va l'amoindrir? Est-ce qu'on va quand même le conserver, etc. Enfin voilà, c'est ces altermoiements. Est-ce qu'on va le remplacer par autre chose? C'est-à-dire, on ne sait pas. Ce qui a manqué, je trouve, dans cette période, c'est que le ministre, ou le Premier ministre, peu importe, ou le ministre des Finances, disent clairement, voilà, on arrête ce dispositif, et à la limite, on ne le remplacera pas. Enfin voilà, ça peut sembler un petit peu brutal, mais je trouve bien préférable à un moment donné de dire les choses plutôt que de laisser dans l'ombre des décisions de ce type. Et c'est ce qui a été le cas. Alors là, je trouve que sur le Pinel, il y a un défaut de communication assez désastreux quand même, et qui est jamais très positif pour un secteur d'activité. Ensuite, nous avons eu Patrice Vergriete, donc qui était ministre délégué chargé du logement. Bon, il a commencé à annoncer des réformes liées au PTZ. Alors pareil, je vais dire un mot sur le PTZ. La communication autour du prêt à taux zéro, c'est un désastre. Pourquoi c'est un désastre? Parce que, là encore, si je résume, à un moment donné, nous avons même eu le ministre des Finances de l'époque qui avait annoncé sa disparition totale. Bon, et quelques mois après, on revient sur cette disparition totale. On dit non, finalement, on va quand même le maintenir. Et on le maintient tellement que quand l'ancien Premier ministre est nommé, avant François Bayrou, pour resituer les choses, quand il est nommé, il dit non, on va non seulement le prolonger, mais on va l'étendre. C'est-à-dire qu'en fait, en quelques mois, on passe d'une communication sur sa potentielle disparition à au final, ah non, finalement, on va l'étendre.
moi, je trouve que là, encore un problème de communication, un problème de cohérence. Et j'y reviendrai. Moi, je pense que c'est un des plus gros défauts de ces 7 dernières années, ce défaut de cohérence, de communication, qui donne en fait une impression assez brouillonne de cette politique. Alors, ensuite, je passe Christophe Béchu. Il est sympathique, Christophe Béchu, mais il est resté même pas un mois. Bon, donc, c'était vraiment un passage éclair. Tout ça pour dire que certains ministres du logement sont vraiment passés très vite. On a ensuite Guillaume Kasbarian. Bon, il n'est pas resté très longtemps, il est resté 7 mois. Alors lui, il a voulu agir sur un autre dossier qui est celui, notamment, je veux rendre plus facile l'éviction des personnes qui font du squat. Je veux faciliter le départ de locataires mauvais payeurs, etc. Bon, voilà, il veut aussi assouplir la loi SRU, qui oblige les communes à faire du logement social. Bon, lui, il est clairement dans une idée de renforcer le pouvoir des propriétaires bailleurs et de fluidifier finalement le marché en le rendant plus accessible. La loi SRU est un des éléments. C'était intéressant, mais il est resté trop peu de temps pour qu'on se rende compte finalement des choses. Et arrive Valérie Létard. Alors Valérie Létard, ça fait 12 mois là quasiment, je crois qu'elle est là, parce elle est arrivée en septembre 2024. Alors là, aujourd'hui, c'est une ministre démissionnaire, hein, donc elle est dans l'attente finalement de la nomination du gouvernement. Alors, Valérie Létard, bon, je vais pas faire il s'agit pas de faire de l'idolâtrie, mais je pense sincèrement que avec De Normandie, c'est sans doute une de celles qui a eu la vision la plus cohérente et qui, elle, maîtrise clairement le domaine de l'immobilier, du logement. Ça se sent à travers ses discours, etc. Elle connaît les acteurs, on voit qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà, pour le dire un petit peu simplement. Elle a fait beaucoup de choses, c'est-à-dire en 9 mois, en gros, moi je trouve qu'elle a fait énormément de choses. Alors, déjà, il y a un point qui est très important, j'en ai souvent parlé sur Passion Immo, elle est dans une optique de relance du logement locatif. La création d'un nouveau statut du bailleur privé, elle, c'est son truc, hein, elle s'est investie de manière extrêmement forte sur ce dossier, puisqu'elle l'a inscrit dans, j'ose à peine dire le projet de loi de finances, compte tenu que le gouvernement a démissionné, mais clairement, on est dans une optique, avec elle, hein, en tout cas, dans une intégration de nouvelles mesures fiscales pour relancer l'investissement locatif. C'est pareil, j'en ai déjà parlé. Là, en revanche, ça coince parce que, sincèrement, si ce dispositif, si ce nouveau statut du bailleur privé ne trouvait pas sa place à partir de l'année prochaine, parce que notre instabilité politique en est la cause, honnêtement, ce sera un désastre. Voilà. Et là, il faudrait y réfléchir quand même, hein, quelles que soient les options politiques des uns et des autres, que je respecte absolument. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les idées politiques, même si je les partage pas. Mais à un moment donné, on a envie de dire, les gars, faut que vous vous entendiez quand même un minimum. Parce que là, il y a des choses quand même qui dépassent nos clivages idéologiques. Et le statut du bailleur privé, ça en fait partie. Bon, elle a porté largement, elle a vraiment défendu ce dossier. Elle a travaillé sur le DPE également. Le DPE, il est très décrié, on le sait. Voilà, donc elle a mis en place tout un plan d'action pour fiabiliser cette chaîne du DPE, pour aussi l'assouplir. Je rappelle qu'à partir du début de l'année prochaine, le DPE, il est assoupli notamment quand on utilise du chauffage électrique dans un logement, de manière finalement à tenir compte d'une réalité.
J'explique rapidement pourquoi, parce que c'est intéressant. Je comprends pas pourquoi on n'a pas intégré ça depuis longtemps. Nous, en France, nous avons une production d'électricité qui est largement décarbonée grâce au nucléaire. Donc, est-ce que c'est si dramatique que certains logements, nous les chauffions au chauffage électrique? Alors, réponse non. Après, il faut nuancer, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut du tout électrique. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais disons que cet assouplissement du DPE tient compte de cette réalité. Et là, moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien le pragmatisme. À un moment donné, on a des objectifs, mais on les adapte et on n'est pas figé dans des postures. L'élargissement du champ d'application du prêt à taux zéro, bah, c'est elle quand même aussi qui l'a porté, donc intéressant. Je rappelle une autre mesure encore très intéressante, mais attention, elle va s'arrêter au 31 décembre 2026. C'est le fait de bénéficier d'une exonération de droits de succession quand des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des tantes et des oncles font une donation à leurs enfants, petits-enfants, neveux, etc. Bon, sous certaines conditions, hein, faut regarder un peu tout ça. Ils bénéficient d'une exonération de droits de succession supplémentaire par rapport à celle déjà existante quand ceux qui reçoivent cette donation le font pour acheter un logement. Donc là, on a un dispositif très intéressant. Alors, il a été mis en place cette année. On n'a pas, je suis pas tombé sur des chiffres aujourd'hui qui permettaient de faire un bilan là-dessus. Je les attends avec impatience pour voir si ça a eu un impact. Si je continue ce qui s'est fait ces derniers mois, donc il y a eu un soutien à la transformation des bâtiments vacants en logements. Bon, pour moi, c'est un petit peu anecdotique parce que ça, l'idée est belle, mais il y a de telles difficultés derrière ça que, bon, ça mériterait là d'autres débats et explications que le court bilan là que je veux faire. On a accéléré la lutte contre la fraude à MaPrimeRénov'. Alors on pourrait toujours dire oui, c'est tardif. Bon, moi pareil, je mange pas trop de ce pain-là. Bon, ça a le mérite d'avoir été mis en place. On verra là encore s'il y a une efficacité de tout ça. On est parti également sur une mise à niveau des copropriétés. Alors ça, c'est la problématique des ascenseurs qui est plutôt bien connu, identifié, je ne reviens pas là-dessus. Bref, tout ça pour dire que si je me suis un petit peu plus appesanti sur Valérie Létard, ben, c'est tout simplement que elle a fait quand même beaucoup de choses. Et moi, je le dis franchement, s'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, il faudra bien que ça arrive à un moment donné, elle fait partie de ces gens que je trouve intéressant qu'ils soient reconduits parce qu'ils connaissent le job, quoi, en gros, et autant que ce soit des personnes comme ça qui continuent le travail. Bien, bon, voilà moi mon tour d'horizon, le bilan de tout ça. Des choses se sont faites, on peut pas dire le contraire. Voilà. Est-ce qu'elles ont été assez ambitieuses? Alors je vais être un peu paradoxal, je pense que oui et parfois trop, parce que l'ambition c'est bien, mais s'il n'y a pas les moyens mis derrière, c'est de l'effet d'annonce, ça n'a aucun intérêt. C'est bien beau de communiquer sur de MaPrimeRénov' en parlant de rénovation énergétique globale, s'il n'y a pas l'argent derrière, ça fait flop. Voilà. Donc j'aurais préféré que l'on annonce des ambitions moins importantes, mais qu'elles soient financées. Je trouve que ça aurait été quand même plus cohérent. Il y a l'histoire du Pinel, mais j'en ai parlé, je reviens pas dessus. Le prêt à taux zéro. Ce que j'ai voulu souligner, c'est que des choses se sont faites, mais il y a eu une communication désastreuse. Et ce qui en ressort au final, c'est que on se demande quelle est la ligne directrice. Et la ligne directrice, elle n'est pas claire. Voilà. Mais en même temps, c'est logique, hein. Il ne peut pas y avoir une succession de 8 ministres en même pas 7 ans pour imaginer qu'on va dégager une ligne directrice lisible par tout le monde. Voilà. Là, ça n'a pas été le cas. Bon, donc voilà, tout ça, c'est en attente. Politique pas toujours lisible, assez brouillonne. Bon, voilà, c'est un petit peu mon bilan d'ensemble, même si c'est fait des choses. Alors, on est dans l'attente de quoi? De la nomination d'un nouveau gouvernement,
d'un nouveau ministre du logement. Une nouvelle majorité, ben non, parce que de toute façon, il n'y en a pas. S'il y avait une dissolution, est-ce que ça amènerait une nouvelle majorité? C'est pas certain. Bon, tout ça pour dire quoi? C'est qu'on risque d'être jusqu'en 2027, date de l'élection présidentielle, on risque d'être dans un entre-deux qui va absolument pas arranger cette question de la lisibilité de la politique du logement. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, bonjour à l'investisseur qui a besoin de lisibilité pour savoir s'il va investir dans un 4e, un 5e logement pour le louer, réaliser des travaux. Du fait de ce brouillard d'ensemble, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais qu'on risque d'être un petit peu sur la réserve pour prendre des décisions. Et moi, c'est la seule chose que je note dans tout ça, c'est malheureusement cette absence de visibilité à court terme. Et je pense malheureusement qu'on en a encore pour quelques temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passion Immo, cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous rappelle que nous avons toujours les lives du jeudi soir à 20h30 sur Twitch, YouTube et LinkedIn, où pendant 1 heure à peu près, voilà, je parle de l'actualité immobilière, parfois avec un invité, et puis on discute de manière un petit peu moins formelle. Je reconnais que ces épisodes que j'essaie de travailler quand même un minimum. Bonne semaine et à très bientôt.